Elle a souri avant même que je comprenne pourquoi je la regardais encore. Ce n'était pas un sourire large, ni chaleureux, plutôt quelque chose de précis, maîtrisé, comme si elle savait exactement l'effet que ce simple geste allait produire. Ses lèvres se sont à peine étirées, juste assez pour marquer une intention. Puis elle a dit, doucement, presque avec bienveillance, « Tu n'es pas prêt pour ça ». La phrase a flotté entre nous plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Elle ne l'a pas accompagnée d'un rire, ni d'un regard appuyé. Elle l'a simplement déposée là, comme un fait, comme une évidence. Et ce calme m'a dérangé bien plus que si elle avait été provocante. Nous étions assis face à face, dans un endroit trop neutre pour être innocent. Une table en bois, un éclairage bas, des conversations étouffées autour de nous, rien d'exceptionnel en apparence. Pourtant, tout semblait suspendu à ce moment précis, à ce sourire, à cette phrase. Je n'ai pas répondu tout de suite, pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que j'essayais de comprendre ce qu'elle croyait voir en moi, ou plutôt ce qu'elle croyait ne pas voir. Elle m'observait avec une assurance tranquille, comme quelqu'un qui a déjà décidé de l'issue d'une situation avant même qu'elle ne commence vraiment. « Pas prêt comment ?» ai-je finalement demandé. Elle a haussé légèrement les épaules, toujours avec ce même sourire contenu. « Tu le saurais si tu l'étais. » Cette réponse m'a irrité plus que je ne voulais l'admettre, pas parce qu'elle me mettait au défi, mais parce qu'elle me plaçait d'emblée dans une position inférieure, comme si elle détenait une vérité à laquelle je n'avais pas accès, comme si mon expérience, mon histoire, mes silences n'avaient aucune valeur ici. Je me suis appuyé contre le dossier de la chaise, feignant la détente. En réalité, quelque chose s'était déjà enclenché en moi, une vieille mécanique familière, celle qui s'active quand quelqu'un croit me cerner trop vite. Je l'ai regardée plus attentivement. Ses gestes étaient lents, calculés sans être rigides. Elle ne jouait pas un rôle, ou alors elle le maîtrisait parfaitement. Ses yeux ne cherchaient pas mon approbation, ils me jaugeaient, comme si elle évaluait jusqu'où elle pouvait aller sans que je cède. « Tu dis ça à tout le monde ?» ai-je lancé, plus pour briser le rythme que par réelle curiosité. Elle a laissé échapper un léger souffle, presque un rire, mais sans joie. Non. Seulement à ceux qui pensent l'être. La tension s'est installée plus franchement à cet instant. Je l'ai senti dans ma poitrine, dans cette façon étrange qu'a le silence de devenir lourd quand il est trop chargé de sens. Autour de nous, les voix continuaient, indifférentes. Le monde avançait normalement. Mais ici, quelque chose venait de se déplacer. Je me suis demandé si je devais me lever. Partir aurait été simple, élégant même. Une manière de lui donner raison sans lui offrir la satisfaction de le dire. Mais l'idée même de partir à cause de cette phrase me paraissait soudain insupportable. Pas par orgueil, par lucidité. Elle ne me connaissait pas. Elle ne savait rien de ce que j'avais déjà traversé. Des nuits où la peur n'avait plus rien de théorique. Des moments où être prêt n'était pas une option, mais une nécessité. Elle voyait peu, être une hésitation dans mon regard, mais elle confondait hésitation et réflexion. Deux choses très différentes. Tu sais, ai-je dit lentement, les gens qui disent ça, je me suis arrêté, laissant la phrase en suspens. Qui disent quoi, a-t-elle demandé, sans perdre son calme. Tu n'es pas prêt. Il se trompe souvent de cible. Son sourire a légèrement changé, presque imperceptiblement. Ce n'était plus exactement le même. Une nuance nouvelle venait de s'y glisser, de la curiosité, peut être, ou une première fissure. « Tu penses que je me trompe ?» a-t-elle demandé. « Je pense que tu parles sans savoir. » Elle n'a pas réagi immédiatement. Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait à décider si je méritais une réponse. Puis elle s'est penchée légèrement en avant, réduisant la distance entre nous. Tout le monde croit être prêt, jusqu'au moment où il ne l'est plus. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. « Et toi ?» ai-je demandé. « Tu l'es toujours ?» La question l'a surprise. Pas au point de la déstabiliser complètement, mais assez pour ralentir son jeu. Elle s'est redressée, a croisé les bras, adoptant une posture plus fermée. « Ce n'est pas moi le sujet », a-t-elle répondu. « C'est rarement celui qui parle qui croit l'être. » Ai-je murmuré. Un silence s'est installé, plus dense que les précédents. Je sentais que quelque chose se jouait déjà, même si rien de concret n'avait encore eu lieu. C'était ce genre de moment où l'on comprend que la suite ne dépendra pas d'un événement spectaculaire, mais d'un choix discret, rester ou partir. Elle a repris son sourire, mais il n'avait plus tout à fait la même assurance. « Tu prends ça trop au sérieux ?» ?»« Non, » ai-je répondu. « Je prends ça exactement comme il faut. » Je voyais désormais clairement ce qui se passait. Elle testait. Elle provoquait juste assez pour voir si je reculerais, si je chercherais à plaire, si je tenterais de me justifier, et surtout, si j'accepterais son verdict sans le questionner.
Je n'avais aucune envie de la convaincre, encore moins de la défier frontalement. Ce qui m'importait, c'était de ne pas me trahir, de ne pas feindre une légèreté que je n'éprouvais pas, de ne pas me diminuer pour entrer dans un jeu dont elle croyait avoir écrit les règles. Alors, a-t-elle dit après un moment, tu fais quoi maintenant? La question était simple, mais chargée. Elle impliquait déjà une attente, une anticipation, comme si elle pensait connaître ma réponse avant même que je parle. Je me suis redressé à mon tour, posant mes avant-bras sur la table. Je reste, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, surprise malgré elle. Pourquoi? J'ai pris le temps de réfléchir, pas pour chercher une formule brillante, mais pour être honnête. Parce que partir maintenant serait trop facile, et parce que je n'ai pas envie de me définir à travers ce que tu crois savoir de moi. Son regard s'est durci une fraction de seconde, puis s'est adouci. Elle n'a pas souri cette fois. Tu risques d'être déçu. Ce ne serait pas la première fois. Elle a inspiré profondément, comme si elle pesait ses options. Pour la première fois depuis le début, elle semblait hésiter. Pas longtemps, juste assez pour que je le remarque. Très bien, a-t-elle finalement dit. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de soutenir son regard, parce qu'au fond, je savais déjà une chose. Cette phrase, elle ne la disait pas pour me protéger, elle la disait pour se rassurer elle-même. Et à cet instant précis, sans encore le formuler clairement, j'ai compris que si quelqu'un n'était pas prêt, ce n'était être pas moi. Les jours qui ont suivi cette soirée ont eu une texture étrange. Rien ne s'était officiellement passé, et pourtant tout avait changé. Sa phrase continuait de résonner en moi, non pas comme une provocation, mais comme un diagnostic posé trop vite. « Tu n'es pas prêt pour ça ». Elle l'avait dit avec la certitude de ceux qui pensent avoir déjà tout vu. Je me surprenais à y repenser dans des moments anodins, en marchant seul, en regardant mon téléphone sans raison, comme si cette phrase cherchait à vérifier si elle avait trouvé une faille. Elle n'en trouvait pas, mais elle réveillait quelque chose. Une vigilance ancienne. Nous avons recommencé à nous voir. Pas souvent, pas régulièrement. Toujours dans ces interstices flous où rien n'est clairement défini. Elle apparaissait avec la même assurance tranquille, la même façon de prendre l'espace sans jamais s'excuser. Elle parlait peu d'elle, beaucoup plus de ce qu'elle pensait des autres, et, subtilement, de ce qu'elle pensait de moi. « Tu analyses trop », m'a-t-elle dit un soir, alors que nous marchions côte à côte, sans se regarder vraiment. « Ou peut être que toi, pas assez », ai-je répondu. Elle avait souri, ce sourire que je commençais à reconnaître. Celui qui n'admet rien, mais qui note tout. Elle croyait lire en moi comme dans un livre ouvert. C'était là son erreur, car ce qu'elle interprétait comme de l'hésitation n'était qu'une retenue choisie. Ce qu'elle prenait pour de la prudence excessive était simplement une expérience accumulée. Je n'avais plus besoin de me précipiter pour prouver quoi que ce soit. Et surtout, je n'avais plus besoin de me perdre dans des jeux dont l'issue ne m'appartenait pas. Elle, en revanche, semblait persuadée que j'étais au bord de quelque chose. Une limite, un point de rupture, comme si elle attendait le moment précis où je dirais stop, où je me déroberais. Elle parlait souvent de courage, mais toujours comme d'une abstraction, une qualité qu'elle se reconnaissait et qu'elle doutait que je possède vraiment. « Tu as l'air solide », m'a-t-elle lancé une fois, presque avec condescendance, mais je sens que tu ne tiendrais pas longtemps dans certaines situations. Je me suis arrêté net. Elle a continué à marcher avant de se rendre compte que je n'étais plus à côté d'elle. Elle s'est retournée, surprise. « Quoi ?» a-t-elle demandé. « C'est drôle, » ai-je dit calmement. « Tu parles de tenir, mais tu ne sais rien de ce que j'ai déjà tenu. » Elle a haussé les épaules, comme pour balayer la remarque. Tout le monde dit ça. Cette phrase-là, en revanche, m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'elle minimisait mon vécu, mais parce qu'elle révélait le sien. Elle avait entendu trop de promesses, trop de récits enjolivés. Elle avait appris à douter avant même d'écouter. Je n'ai pas insisté. Je savais que me justifier serait inutile. Les gens qui ont déjà décidé de ce qu'ils croient voir ne cherchent pas des preuves, seulement des confirmations. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer ses propres failles. Discrètes, mais constantes. Sa façon d'éviter certaines questions, son besoin de toujours garder l'ascendant émotionnel. Elle testait, elle provoquait, mais sans jamais vraiment se livrer. Comme si elle craignait que le moindre abandon de contrôle ne l'expose. Un soir, elle m'a parlé d'un homme. Brièvement, sans détail, juste assez pour évoquer une déception passée. Il disait qu'il pouvait tout encaisser, a-t-elle murmuré. Il est parti au premier vrai obstacle. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, peut être qu'il n'est pas parti parce qu'il ne pouvait pas encaisser. Peut être qu'il est parti parce qu'il avait compris quelque chose.
Elle m'a regardé de travers. Tu le défends? Non. Je dis juste que rester n'est pas toujours une preuve de force. Cette idée semblait la déranger, comme si elle remettait en cause un principe auquel elle s'accrochait depuis longtemps. Pour elle, la solidité se mesurait à la capacité de supporter, de rester coûte que coûte, peu importaient les dégâts. Je voyais désormais clairement qu'elle projetait sur moi une image bien précise, celle de l'homme qui s'effondrerait au moment crucial, celui qui parlerait beaucoup, mais reculerait quand le jeu deviendrait sérieux. Et cette image la rassurait. Elle lui permettait de garder le contrôle. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà été cet homme-là, et que j'avais appris. Chaque fois qu'elle me testait, je sentais sa déception discrète de ne pas obtenir la réaction attendue. Je ne m'emportais pas, je ne me justifiais pas, je ne cherchais pas à prouver que j'étais différent. Je restais. Mais pas comme elle l'imaginait. « Tu es étrange », m'a-t-elle dit un soir. « On dirait que rien ne t'atteint vraiment. » Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. C'est faux. Tout m'atteint. Je choisis juste ce que je montre. Cette réponse a semblé l'agacer. Elle s'est détournée, comme si elle venait de perdre un point d'appui. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à douter, sans encore se l'avouer. Douter de son jugement, de sa lecture, de cette certitude initiale qui l'avait poussée à me dire que je n'étais pas prêt. Pourtant, elle a continué à me sous-estimer, par habitude, par protection. Elle parlait de limites comme si elle les connaissait toutes, comme si les miennes étaient déjà tracées, visibles, évidentes. « Tu verras », a-t-elle dit un jour, presque doucement. Il y a des choses qui finissent toujours par faire fuir. Je n'ai pas souri. Ou par révéler qui reste vraiment, ai-je répondu. Elle n'a pas répliqué. Elle s'est contentée de me regarder, longuement. Pour la première fois, je n'ai pas senti qu'elle évaluait ma solidité. J'ai senti qu'elle cherchait à comprendre pourquoi son intuition ne fonctionnait pas comme prévu. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Elle croyait savoir jusqu'où j'irais, jusqu'où je pourrais tenir. Elle avait bâti toute son assurance sur cette conviction. Mais ce qu'elle ne voyait pas encore, c'est que ma force ne résidait pas dans une absence de peur, ni dans une endurance aveugle. Elle résidait dans le choix, et tôt ou tard, ce choix-là allait la surprendre. La nuit est arrivée sans prévenir, comme si elle s'était glissée entre deux phrases inachevées. Nous étions dehors, dans un endroit trop calme pour une discussion aussi chargée. Les lumières étaient rares, diffuses, et le silence avait cette densité particulière qui ne laisse aucune place à l'évitement. C'était le genre de moment où l'on sent que quelque chose doit se décider, même si personne n'ose encore le nommer. Elle marchait quelques pas devant moi, pas assez loin pour fuir, pas assez près pour inviter, juste à la distance exacte qui maintenait l'attention. Je savais déjà que cette soirée ne ressemblerait pas aux autres. Elle ne cherchait plus à me tester par des mots, elle le faisait par l'absence de mots. « Tu sais », a-t-elle dit soudain, sans se retourner, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Sa voix était calme, presque neutre, comme si elle proposait une sortie de secours parfaitement raisonnable. Une porte entr'ouverte, prête à se refermer dès que je ferais un pas en arrière. « Aller plus loin où ?» ai-je demandé. Elle s'est arrêtée, lentement. Puis elle s'est tournée vers moi. Son visage était sérieux. Plus de sourire cette fois, là où ça commence à coûter quelque chose. Je l'ai regardée, longuement. Je comprenais enfin ce qu'elle faisait. Elle ne me repoussait pas. Elle m'offrait une excuse, une manière élégante de partir sans perdre la face. Et surtout, une confirmation de ce qu'elle croyait déjà savoir. « Tu peux partir si tu veux », a-t-elle ajouté. « Je ne t'en voudrais pas ». Cette phrase-là, je l'avais déjà entendue sous d'autres formes, dans d'autres vies. Elle ne signifiait jamais vraiment « tu es libre ». Elle signifiait « montre-moi que j'avais raison, que tu n'es pas prêt, que tu choisis la facilité, que tu confirmes mon intuition ». Pendant une fraction de seconde, j'ai senti la peur, pas une peur spectaculaire, une peur silencieuse, presque raisonnable. Celle qui murmure que partir serait plus simple, plus sûr, que rester, cette fois, pourrait vraiment faire mal. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais choisi la sortie, où j'avais confondu prudence et fuite, où j'étais parti en me convainquant que c'était la meilleure décision, alors que c'était surtout la moins risquée. Elle me regardait attentivement, comme si elle comptait les secondes, comme si chaque instant qui passait renforçait sa certitude. Elle attendait un geste, un recul, un soupir, n'importe quoi qui confirmerait son scénario. Je ne pars pas, et je dis simplement. Elle a cligné des yeux, une seule fois, assez pour trahir la surprise. « Pourquoi » a-t-elle demandé, presque trop vite. « Parce que si je pars maintenant, ai-je répondu, ce ne sera pas un choix, ce sera une réaction. » Le silence qui a suivi n'avait rien de confortable. Elle n'avait pas prévu cette réponse.
Je le voyais dans la tension soudaine de ses épaules, dans cette façon qu'elle avait de détourner légèrement le regard avant de le ramener sur moi. « Tu te rends compte de ce que ça implique » a-t-elle insisté. Pas complètement, ai-je admis, mais assez pour savoir que je ne veux pas faire semblant. Elle a soupiré, passant une main dans ses cheveux, un geste nerveux, nouveau. Jusqu'ici, elle avait toujours tout maîtrisé. Les gens disent ça, a-t-elle murmuré. Et puis ils disparaissent. Peu. Être parce qu'ils n'ont jamais vraiment choisi de rester, ai-je répondu. Je ne cherchais pas à la convaincre. Je constatais, et c'est précisément ce qui l'a déstabilisée. Elle s'attendait à des promesses, à des déclarations, à une tentative de prouver quoi que ce soit. Elle n'a eu que du calme, et ce calme-là la mettait mal à l'aise. Nous avons repris notre marche, mais quelque chose avait changé. Elle ne menait plus. Nous avancions côte à côte, à un rythme nouveau, incertain, comme deux personnes qui viennent de franchir une limite invisible sans savoir exactement ce qui les attend de l'autre côté. « Tu n'as pas peur ?» a-t-elle demandé après un moment. J'ai réfléchi avant de répondre. « Si. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour partir. » Elle n'a rien dit, mais je l'ai senti se raidir légèrement. Pour la première fois, elle n'était plus celle qui évaluait. Elle était celle qui devait composer avec une inconnue. Et cet inconnu, c'était moi. Nous sommes arrivés devant un endroit familier, trop familier, un lieu où tant de choses auraient pu s'arrêter sans conséquence. Elle s'est arrêtée net. « On peut s'arrêter là », a-t-elle dit. Je savais ce que signifiait cela. Ce n'était pas un lieu. C'était une frontière. Une dernière occasion de figer les choses avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Je l'ai regardée. Elle attendait. Encore. Mais cette fois, son regard n'était plus sûr de lui. Il cherchait une confirmation qu'elle ne voulait peu, être plus obtenir. « On peut », ai-je dit. Mais ce ne serait pas honnête. Honnête envers qui? Envers moi. Et envers toi. Elle a serré les lèvres. Je voyais le conflit intérieur, la part d'elle qui voulait garder le contrôle, et celle, plus discrète, qui commençait à comprendre qu'elle risquait de le perdre. « Tu changes les règles », a-t-elle murmuré. « Je joue seulement avec les miennes », ai-je répondu. Cette phrase a marqué un basculement. Elle n'a pas souri, elle n'a pas provoqué. Elle est restée immobile, comme si elle venait de réaliser que ce moment précis était celui qu'elle avait toujours redouté. Pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il ne lui appartenait plus entièrement. « Tu sais », a-t-elle dit après un long silence, « je pensais que tu reculerais ici. » Je l'ai regardée sans détour. Moi aussi, autrefois. Elle a relevé la tête brusquement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Que j'ai déjà été celui qui partait au mauvais moment, et que je sais exactement ce que ça coûte. » Ses yeux se sont adoucis, malgré elle. Elle n'a pas cherché à masquer cette fois. Quelque chose venait de se fissurer, pas assez pour s'effondrer, juste assez pour laisser passer un doute. Nous sommes restés là, immobiles, quelques secondes encore, puis elle a fait un pas en arrière, pas en avant non plus. Sur le côté, une invitation implicite, une ouverture prudente. Je l'ai suivie. Ce soir-là, rien de spectaculaire ne s'est produit. Aucun geste irréversible, aucun mot grandiose. Mais tout ce qui aurait dû s'arrêter ne l'a pas été. Et dans ce choix silencieux, dans cette décision de rester quand tout semblait invité à partir, quelque chose s'est définitivement déplacé entre nous. Je ne le savais pas encore, mais ce moment précis allait continuer à nous hanter, parce qu'il marquait le début d'un déséquilibre nouveau, un déséquilibre qu'elle n'avait pas prévu, et que, cette fois, elle ne contrôlait plus. Les jours suivants ont pris une couleur différente. Rien n'avait été dit clairement, pourtant tout s'était déplacé. Ce n'était pas un changement spectaculaire, mais une lente dérive, presque imperceptible, comme quand on réalise trop tard que le paysage autour de soi n'est plus le même. Elle continuait de me parler, de me regarder, mais quelque chose dans son assurance s'était fendu, pas brisé, fendu, assez pour laisser passer l'incertitude. Je le voyais dans sa façon de me poser des questions, désormais. Elle n'était plus des pièges. Elle ressemblait davantage à des tentatives de compréhension. Elle cherchait moins à provoquer qu'à vérifier, comme si elle doutait soudain de ses propres conclusions. « Tu es plus calme qu'avant », a-t-elle remarqué un soir, alors que nous étions assis l'un en face de l'autre, sans décor particulier pour masquer la tension. « Je n'ai pas changé », ai-je répondu. « Tu regardes juste différemment. » Elle n'a pas nié. Elle a baissé les yeux un instant, puis les a relevés vers moi, avec une expression nouvelle, moins sûre, plus attentive. C'était étrange de voir quelqu'un qui avait toujours semblé avoir une longueur d'avance ralentir ainsi. Je sentais aussi que les rôles glissaient lentement, pas par domination, par nécessité. Elle parlait moins, écoutait plus, et chaque silence qu'elle laissait n'était plus une arme, mais une hésitation.
Je ne remplissais pas ces silences. Je les laissais exister. Et c'est peu être ce qui la déstabilisait le plus. « Tu ne cherches jamais à me rassurer », m'a-t-elle dit une autre fois. « Ça ne te fait pas peur de me perdre ?» J'ai pris le temps de répondre. « Si je te rassure pour te retenir, ce ne sera jamais sincère. Et si tu dois partir, je préfère que ce soit sans illusion. » Elle a serré les lèvres. Cette réponse ne lui plaisait pas, mais elle ne pouvait pas la contester. Elle était trop honnête pour être attaquée. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à comprendre que je ne jouais pas contre elle. Je jouais pour rester aligné avec moi-même. Elle a commencé à se livrer, par petites touches. Jamais frontalement, toujours à travers des détours. Une anecdote glissée au milieu d'une conversation, une remarque sur une peur qu'elle n'avait jamais nommée. Elle parlait de contrôle, souvent, sans utiliser le mot, de ce besoin de prévoir, d'anticiper, d'éviter d'être surprise. « Je déteste ne pas savoir où je vais », a-t-elle avoué un soir. « Ça me donne l'impression de tomber, ou de lâcher prise, ai-je suggéré. » Elle a secoué la tête. Pour moi, c'est la même chose. Je n'ai pas insisté. Je comprenais trop bien cette confusion. Pour elle, le contrôle n'était pas un luxe, c'était une protection, une armure forgée au fil des déceptions. Et je réalisais qu'en restant calme, présent, sans chercher à diriger ni à céder, je fissurais cette armure sans même le vouloir. Elle a commencé à m'observer différemment, non plus comme quelqu'un qu'elle testait, mais comme quelqu'un qu'elle n'arrivait plus à classer. Je voyais la question dans ses yeux. « Pourquoi tu ne réagis pas comme prévu ?» Et derrière cette question, une autre, plus dangereuse encore. « Et si je m'étais trompé, je pensais que tu serais plus. » Elle s'est interrompue, cherchant ses mots. Plus quoi? Plus pressé, plus inquiet, plus demandeur. J'ai esquissé un sourire. « Et ça te rassurait ?» Elle a détourné le regard. Oui, cette admission était importante. Elle révélait ce qu'elle n'avait jamais dit clairement. Elle avait besoin de sentir l'autre dépendant, même légèrement, pas par cruauté, par sécurité. Tant que l'autre tremblait un peu, elle savait où elle se situait. Mais avec moi, cette dynamique ne fonctionnait plus. Je n'étais pas indifférent. J'étais simplement stable. Et cette stabilité, là, la mettait face à quelque chose qu'elle évitait depuis longtemps, sa propre fragilité. Un soir, elle est arrivée en retard. Ce n'était pas dans ses habitudes. Elle s'est excusée sans vraiment s'expliquer, puis s'est assise en face de moi, visiblement ailleurs. Je ne lui ai pas demandé ce qui n'allait pas. Je l'ai laissé respirer. « Tu sais », a-t-elle fini par dire, « je croyais que j'étais forte parce que je pouvais tout encaisser seule. Et maintenant ?» ai-je demandé doucement. Elle a haussé les épaules. « Maintenant, je ne suis plus sûre. » Je n'ai pas cherché à la rassurer. Je savais que ce doute était nécessaire, qu'il faisait partie du chemin. La force, ai-je dit, ce n'est pas toujours de tenir seul. Parfois, c'est d'accepter de ne pas tout maîtriser. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a soufflé, presque imperceptiblement. « Avec toi, je ne sais jamais à quoi m'attendre. C'est peu, être parce que tu n'es plus en train de te protéger. » Ai-je répondu. Cette phrase l'a touchée plus que je ne l'aurais cru. Je l'ai vue se raidir, puis se détendre, comme si quelque chose en elle venait d'être reconnu. Pas jugé, reconnu. À partir de là, ses regards ont changé. Ils n'étaient plus évaluateurs. Ils étaient interrogatifs, presque vulnérables. Elle ne cherchait plus à savoir si j'étais prêt. Elle se demandait si elle l'était. « Je t'ai peu, être mal jugée », a-t-elle dit un jour, sans me regarder directement. Je n'ai pas sauté sur l'occasion. « Ça arrive », ai-je simplement répondu. Elle a souri faiblement. « Tu n'as pas envie de me dire « Je te l'avais bien dit » À quoi ça servirait ?» Elle a hoché la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose. Un calme nouveau s'est installé entre nous. Pas un calme confortable, un calme chargé, celui qui précède les vérités qu'on n'ose pas encore formuler. Je sentais que je n'étais plus celui qui devait prouver. Elle commençait à comprendre que sa phrase initiale n'était pas une vérité, mais une projection. Et cette réalisation la forçait à regarder ailleurs qu'en moi. « Si je me suis trompé sur toi, a-t-elle murmuré un soir, sur quoi d'autre est-ce que je me trompe ?» La question est restée suspendue. Je n'y ai pas répondu, parce qu'elle ne m'était pas destinée. Elle se la posait à elle-même. Et dans ce doute naissant, dans cette perte de repère qu'elle n'avait pas anticipée, je voyais apparaître quelque chose de nouveau. Une femme moins armée, mais plus réelle. Moins sûre, mais plus honnête. Elle n'avait pas encore admis qu'elle avait eu tort, mais elle avait cessé de croire qu'elle avait raison. Et parfois, c'est déjà une transformation immense. Il y a eu un moment précis où tout a cessé d'être implicite. Pas une scène, pas une explosion. Un instant simple,
presque banale, où elle n'a plus réussi à maintenir l'équilibre qu'elle s'était imposé. Nous étions assis l'un en face de l'autre, comme souvent. Mais ce soir-là, elle ne cherchait plus à guider la conversation, elle semblait fatiguée, pas physiquement, intérieurement, comme quelqu'un qui a porté trop longtemps une version d'elle-même devenue trop lourde. « Je crois que je me suis trompée », a-t-elle dit enfin. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Sa voix était basse, sans théâtre. Ce n'était ni une confession calculée, ni une stratégie. C'était un constat. Et je savais déjà que ce qu'elle allait dire ensuite allait tout déplacer. Sur moi, a-t-elle ajouté. Et sur toi. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas interrompre ce moment fragile. Elle inspirait profondément, comme si chaque mot devait franchir une barrière intérieure. Quand je t'ai dit que tu n'étais pas prêt, elle s'est arrêtée, puis elle a repris. Je pensais vraiment le croire. Elle a enfin levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus d'assurance dans son regard, seulement une lucidité nouvelle, presque douloureuse. Je pensais que je savais reconnaître les gens qui fuiraient. C'était plus simple comme ça. Ça me permettait de garder une distance, de ne pas trop m'exposer. Je l'écoutais, attentif, sans chercher à intervenir. Je comprenais maintenant que sa phrase initiale n'était pas une provocation, c'était une protection, une manière de poser une limite avant même que l'autre n'ait le temps de le faire. Et puis tu es resté, a-t-elle continué, pas comme je l'imaginais, pas avec des promesses ou des grands discours. Tu es resté sans me demander de garantie, sans me supplier de te faire confiance. Elle a esquissé un sourire triste. Ça m'a déstabilisé. Je me suis penché légèrement en avant. Parce que tu ne pouvais plus me mettre dans une case, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête. Exactement. Tu n'étais ni fragile, ni dominant. Tu n'essayais pas de me convaincre. Et surtout, tu ne cherchais pas à gagner. Cette phrase-là a résonné longtemps entre nous. Elle venait de nommer quelque chose d'essentiel. Je n'étais pas entré dans cette relation comme dans un combat. Je n'avais rien à prouver, rien à conquérir. Et c'était précisément ce qu'elle n'avait pas prévu. Je croyais que la force, c'était de ne jamais montrer ses failles. A-t-elle repris, d'anticiper les départs, de garder l'ascendant. Et maintenant, ai-je demandé. Elle a expiré lentement. Maintenant, je vois que c'était surtout une peur bien organisée. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, presque à contre-cœur. La vérité, c'est que je n'étais pas prête à quelqu'un qui reste sans se perdre. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Pas par orgueil, mais parce qu'il confirmait ce que je ressentais depuis le début. Sa phrase ne parlait jamais vraiment de moi. Elle parlait de ce qu'elle redoutait. Je ne t'en veux pas, ai-je dit après un moment. Tu as fait ce que tu savais faire. Elle m'a regardé, surprise. Tu pourrais pourtant. À quoi bon, ai-je répondu. Si je te reprochais ça, je ferais exactement ce que tu redoutais. Je transformerais cette lucidité en dette. Elle a fermé les yeux un instant. Quand elle les a rouverts, ils brillaient légèrement. Tu sais ce qui me fait le plus peur, a-t-elle murmuré. Quoi? Que je n'ai jamais dit tu n'es pas prête pour tester les autres, mais pour me rassurer moi. Cette révélation a changé l'air entre nous. Elle venait de retourner la phrase, de la dépouiller de son pouvoir. Elle comprenait enfin que ce jugement était un miroir, et ce miroir lui renvoyait une image qu'elle n'avait jamais voulu regarder trop longtemps. Tu n'étais pas prête à quoi? Ai-je demandé. Elle a hésité, puis elle a répondu, avec une honnêteté brute, à quelqu'un qui ne s'effondre pas sous mes doutes, à quelqu'un qui ne dépend pas de mon approbation pour rester, à quelqu'un qui me voit, sans essayer de me corriger. Je n'ai rien dit, parce que tout était là. Elle venait de formuler ce que je n'avais jamais cherché à expliquer. Je t'ai sous-estimé, a-t-elle ajouté, et je crois que je l'ai fait parce que ça m'arrangeait. Ça arrive, ai-je répété, comme je l'avais déjà dit. Mais cette fois, les mots prenaient un autre poids. Elle a souri faiblement. Non, pas comme ça. Pas à ce point. Le silence qui a suivi n'était plus tendu. Il était dense, chargé de vérité. Elle ne cherchait plus à avoir raison. Elle cherchait à comprendre ce qu'elle allait faire maintenant, que son ancienne lecture ne tenait plus. Si je te dis que je me suis trompé, a-t-elle demandé, tu fais quoi? J'ai réfléchi. Je reste fidèle à ce que j'ai été jusque-là. Et c'est, à dire, je ne me venge pas. Je ne me justifie pas. Je ne te fais pas payer ton erreur. Elle a baissé la tête. Tu sais que ça me rend vulnérable. Je sais, ai-je répondu. Mais c'est aussi ce qui te rend honnête. Elle a relevé les yeux, cherchant quelque chose dans mon regard. Peut être une attente. Peut être une confirmation que cette confession changerait tout immédiatement. Elle ne l'a pas trouvé, et paradoxalement, cela l'a apaisée. Je crois que j'avais besoin de me tromper sur toi, a-t-elle dit doucement. Pour comprendre ce que je faisais depuis longtemps, je n'ai pas répondu.
Je savais que ce chapitre n'appelait pas de conclusion rapide. Il appelait de la présence. Simplement, elle s'est appuyée contre le dossier de la chaise, visiblement épuisée, mais plus légère. Je pensais que tu n'étais pas prêt, a-t-elle répété. Mais la vérité, elle s'est interrompue. Puis elle a souri, sans arrogance cette fois. La vérité, c'est que je ne l'étais pas. Ces mots-là ont scellé quelque chose entre nous. Pas une victoire, pas une promesse, une reconnaissance. Elle venait de renverser la phrase qui avait tout déclenché, et dans ce renversement, elle abandonnait enfin le rôle qui l'avait protégé trop longtemps. Je savais que le dernier chapitre ne serait pas celui d'un triomphe, ce serait celui d'un choix, parce que comprendre ne suffit jamais. Il faut encore décider ce qu'on fait de cette vérité, et cette décision-là, aucun de nous ne pouvait la prendre à la légère. Il n'y a pas eu de lendemain spectaculaire, pas de message chargé de promesses, pas de scène finale où tout s'éclaire d'un coup. Le matin est arrivé comme tous les autres, avec sa lumière un peu trop franche, presque indifférente à ce qui s'était dit la veille. Et pourtant, quelque chose était définitivement différent, pas entre elle et moi seulement. En moi, je me suis réveillé avec une sensation étrange, ni victoire, ni soulagement, plutôt une forme de clarté calme, comme si une tension ancienne, que je portais sans m'en rendre compte, venait enfin de se relâcher. Elle avait reconnu s'être trompée, mais ce n'était pas ça, le plus important. Le plus important, c'était que je n'avais pas eu besoin qu'elle le fasse pour tenir jusqu'au bout. Nous nous sommes revus, bien sûr, mais plus rien ne ressemblait à avant. Elle ne menait plus la danse, moi non plus. Il n'y avait plus ce jeu de forces invisibles, cette manière subtile de tester l'autre à chaque phrase. Les silences n'étaient plus des armes. Ils étaient devenus des espaces. « Tu es différent », a-t-elle dit un jour, sans accusation, presque avec douceur. « Non », ai-je répondu. « Je suis le même. C'est juste que tu ne me regardes plus de la même façon. » Elle a souri. Un vrai sourire cette fois. Pas celui, maîtrisé, du début. Un sourire un peu fatigué, un peu nu. C'est vrai, a-t-elle admis. Avant, je te regardais pour confirmer ce que je croyais déjà savoir. Cette phrase aurait pu être amère. Elle ne l'était pas. Elle sonnait comme un aveu apaisé. Comme si, en cessant d'avoir raison, elle venait de se libérer d'un poids. Nous marchions souvent côte à côte, sans destination précise. Je remarquais des détails que je n'avais jamais vraiment vus avant. Sa façon de ralentir quand elle doutait. Sa manière de s'arrêter net quand une pensée devenait trop lourde. Elle n'essayait plus de masquer ses gestes. Elle les laissait exister. Je croyais que comprendre les autres me protégeait, a-t-elle confié un soir. En réalité, ça m'évitait surtout de me montrer. Je l'ai regardée. Et maintenant ? Maintenant, je ne sais plus très bien, a-t-elle dit. Mais je préfère ça au faux contrôle. Cette incertitude ne l'affaiblissait pas. Elle la rendait plus réelle. Et je sentais que quelque chose en elle acceptait enfin de ne pas anticiper chaque pas, de ne pas décider à l'avance de l'issue. Pourtant, une question demeurait. Silencieuse, persistante. Ce que nous étions devenus ne garantissait rien pour la suite. Comprendre une erreur ne crée pas automatiquement un avenir commun, et je le savais. Elle aussi. Tu sais, a-t-elle dit un jour, en me regardant droit dans les yeux, le fait que je reconnaisse m'être trompé, ça ne t'oblige à rien. Ces mots-là étaient importants. Ils rompaient avec tout ce qui avait précédé. Je le sais, ai-je répondu. Et c'est pour ça que je suis encore là. Elle a baissé la tête, émue. Avant, j'aurais utilisé ça comme une encre, a-t-elle murmuré. Aujourd'hui, je n'en ai plus envie. Nous avons parlé longtemps ce soir-là, pas pour décider, pour comprendre. Elle a raconté ses anciennes certitudes, ses départs anticipés, ses phrases définitives lancées comme des boucliers. Elle a admis combien il lui était plus facile de juger la préparation des autres que d'affronter sa propre peur de s'attacher à quelqu'un qui ne plierait pas. Avec toi, a-t-elle dit, je ne pouvais pas provoquer une chute. Et ça me terrifiait. Pourquoi? Parce que si tu ne tombais pas, alors c'était moi qui risquais de le faire. Je n'ai pas cherché à la rassurer. Je savais désormais que certaines peurs ne demandent pas à être effacées, seulement reconnues, et je n'étais plus là pour jouer un rôle salvateur. Le temps a passé. Lentement, naturellement. Nous avons appris à ne plus nous définir par cette première phrase, même si elle restait suspendue quelque part entre nous, comme un souvenir fondateur. Un soir, alors que nous étions assis face à face, elle a repris ses mots initiaux, presque à voix basse. « Tu n'es pas prêt pour ça ». Elle a marqué une pause, puis a ajouté. Je crois que je disais surtout, je ne suis pas prête à être contredite par la réalité. Je l'ai regardée. La réalité contredit toujours, ai-je dit. C'est ce qui la rend honnête. Elle a souri. Elle avait tort, a-t-elle murmuré.
Je savais qu'elle ne parlait plus seulement de cette phrase, elle parlait de l'image qu'elle s'était construite, de ses certitudes, de ce confort dangereux qu'offre le fait de croire qu'on a tout compris avant même de vivre. Nous ne nous sommes pas promis quoi que ce soit, pas parce que nous ne le voulions pas, mais parce que nous savions désormais ce que valent les promesses faites pour se rassurer. Ce que nous partagions était plus simple, plus exigeant aussi. Le jour où nous avons décidé de prendre un peu de distance, il n'y a pas eu de drame, pas de reproche. Elle avait besoin de temps, moi aussi. Mais cette distance n'avait rien d'une fuite. Elle ressemblait à un respect nouveau. Tu sais, m'a-t-elle dit en partant, si je n'avais pas eu tort sur toi, je n'aurais jamais compris ce que je faisais. Parfois, ai-je répondu, les erreurs sont les seules choses qui nous préparent vraiment. Elle m'a regardé une dernière fois. Son sourire était calme, humble. Tu étais prêt, a-t-elle dit. Je ne l'ai juste pas vu. Je n'ai pas répondu, parce que ce n'était plus nécessaire. Je suis reparti différent, oui. Pas plus fort au sens spectaculaire du terme, mais plus ancré, plus lucide. J'avais appris qu'être prêt ne signifie pas ne jamais douter, ni tout anticiper. Être prêt, c'est rester quand partir serait plus simple. C'est ne pas se trahir pour entrer dans le regard de l'autre. Elle avait souri, ce premier soir. Elle avait prononcé cette phrase avec assurance. Et longtemps, j'avais cru que le cœur de cette histoire était de lui prouver qu'elle se trompait. Je comprends maintenant que ce n'était pas ça. Le cœur de cette histoire, c'est que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et qu'en acceptant d'avoir tort, elle avait enfin cessé de se protéger du réel. Elle avait tort, oui, mais ce tort-là nous a permis, à chacun, d'être enfin vrai.